Au dîner de Noël, maman a crié « Tu es un fardeau et nous ne voulons plus de toi ici ». Le lendemain matin, j'ai fait mes valises et j'ai souri, c'est fini. Maman, soudainement. Je m'appelle Clara Berger. J'ai 24 ans, et Noël dernier a été le moment où tout a finalement éclaté. J'étais debout au milieu de notre appartement exigu pendant le dîner de famille, tenant une assiette que je n'avais même pas encore goûtée, quand ma mère a frappé la table de sa main et a élevé la voix assez fort pour que chaque voisin qu'elle avait invité puisse l'entendre. « Tu es un fardeau, et nous ne voulons plus de toi ici. » Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. La pièce s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Quelqu'un s'est raclé la gorge juste pour briser la tension. Les yeux de ma mère n'ont jamais quitté mon visage. Elle avait l'air presque satisfaite, comme si elle avait attendu des années pour le dire là où tout le monde pouvait l'entendre. Elle se fichait que ce soit Noël. Elle se fichait que les gens qui regardaient nous connaissaient à peine. Elle se fichait que ce soit moi qui avais maintenu cet endroit à flot. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je l'ai juste regardée et j'ai compris, peut-être pour la première fois, qu'elle ne bluffait pas et que je n'avais pas à rester là à prétendre que c'était normal. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma minuscule chambre, fixant le plafond, rejouant la scène encore et encore. Pas les cris, pas l'embarras, mais la prise de conscience. Si on ne voulait pas de moi ici, alors je n'avais pas à rester. Avant le lever du soleil, j'ai fait une seule valise, l'ai fermée et me suis dirigé vers la porte. Pas de discours, pas d'adieu dramatique. Juste une simple pensée qui tournait en boucle dans ma tête, c'est fini. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que des mois plus tard, un vieux conte auquel j'avais oublié que j'avais encore accès me montre jusqu'où ils étaient allés en m'utilisant. Si vous vous êtes déjà senti comme la personne responsable sur qui tout le monde s'appuie jusqu'à ce que vous craquiez, restez avec moi. Les choses que j'ai découvertes après mon départ ont fait plus de mal que tout ce que ma mère a pu dire à cette table. Des années avant que tout n'explose, l'équilibre dans notre maison s'était déjà tordu pour devenir quelque chose que je ne reconnaissais plus comme normal. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça s'est construit lentement, comme une fuite lente qui remplit une pièce sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à ce qu'on ait les pieds dans l'eau. Ma mère, Brigitte Berger, avait 2 emplois qui ne menaient jamais vraiment nulle part. Elle passait de longues heures derrière le comptoir d'une supérette et nettoyait des immeubles de bureaux après leur fermeture. Elle rentrait à la maison avec les pieds endoloris et une expression épuisée, mais l'argent ne semblait jamais suffire. Les factures s'accumulaient quand même. Les bons jours, elle présentait cela comme un sacrifice. Les mauvais jours, elle nous rappelait à tous ce qu'elle croyait que nous lui devions. Mon frère, Damien, avait 27 ans et était encore suspendu dans le même espace entre les projets et la réalité. Il avait toujours une nouvelle idée, une nouvelle formation, une nouvelle certification qui allait, définitivement tout changer cette fois. Aucune ne durait. Même quand il avait l'air sincèrement plein d'espoir, même quand il disait que ce serait la dernière fois qu'il aurait besoin d'aide, le schéma restait le même. Maman traitait chaque tentative comme une promesse au lieu d'un risque. Elle trouvait toujours un moyen d'excuser le résultat quand tout s'effondrait. Ma sœur, Chloé, avait 16 ans et était encore absorbée par l'école, les amis et la version de la vie où les adultes gèrent les choses difficiles. Elle restait à l'écart de la tension principale, flottant à sa périphérie. Je faisais ce que je pouvais pour l'empêcher de porter des morceaux du stress qui pesait sur le reste d'entre nous. Quand j'ai été assez grande pour travailler, j'ai pris des services partout où je pouvais. Au début, c'était peu de choses. Je payais mes propres affaires, couvrais une course de temps en temps et gérais ma propre facture de téléphone. Je me souviens de l'une des premières fois où j'ai donné de l'argent à maman pour quelque chose de plus important. Le loyer était en retard, et elle avait ce regard paniqué. Quand j'ai offert ce que j'avais, elle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans moi. À ce moment-là, aider semblait juste. Mais les moments comme celui-là n'ont pas duré. L'émotion s'est estompée. La gratitude a disparu, et le schéma s'est durci. Ce qui avait commencé comme un soutien s'est discrètement transformé en obligation. Le loyer est passé sur mes épaules. La facture d'électricité a suivi. Puis Internet, puis les courses, puis chaque petite urgence qui ne pouvait pas attendre. Mes contributions n'étaient plus des bonus. Elles sont devenues le moteur invisible qui faisait tout tourner. Personne n'en parlait de cette façon. Il ne se vantait pas de ce que je faisais, mais il ne se demandait pas non plus comment les choses étaient payées.
Si les lumières restaient allumées, c'était attendu. S'il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur, c'était parce que c'était ainsi que ça devait être. Maman parlait de combien elle travaillait dur, de tout ce à quoi elle avait renoncé, mais elle ne mentionnait jamais que mes chèques de paie comblaient discrètement les lacunes que ses emplois ne pouvaient pas couvrir. La vie de Damien flottait au-dessus de ce soutien. Quand l'une de ces opportunités nécessitait des frais d'inscription ou un acompte, cela devenait d'une manière ou d'une autre ma responsabilité. Parfois, il avait l'air coupable. Parfois, il promettait qu'il me rembourserait quand les choses s'arrangeraient. Il le disait comme s'il y croyait, comme s'il pensait vraiment que cette fois était différente. Ça ne l'était jamais. La culpabilité s'estompait rapidement, mais les attentes restaient. Mon père, Thomas, était techniquement encore quelque part dans la région bordelaise. Il existait principalement comme un nom sur de vieux papiers et un numéro dans mes contacts que j'utilisais rarement. Il ne savait pas à quoi ressemblait ma vraie vie. Maman s'assurait que tout ce qui se passait dans notre appartement restait notre affaire. Elle disait que l'aide extérieure n'était pas fiable. Elle s'assurait aussi de ne pas mentionner que j'étais devenue celle sur qui elle comptait le plus. Il y avait des soirs où je m'asseyais sur mon lit et fixais les chiffres sur l'écran de ma banque en ligne, essayant de comprendre comment ma vie s'était réduite à travailler, payer et répéter. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que nous traversions juste une mauvaise passe, qu'une fois que Damien trouverait quelque chose de stable ou que maman décrocherait un meilleur poste, je pourrais enfin prendre du recul. Ce jour n'est jamais venu. Le temps que je réalise à quel point j'étais enfoncé, la structure de tout cela semblait figée. Je n'étais pas une fille qui aidait sa famille, j'étais un soutien de famille dont les sacrifices se fondaient dans le décor. Et le pire, c'est qu'ils avaient commencé à agir comme si c'était simplement ainsi que les choses devaient être. À l'époque, je n'avais pas les mots pour ça. Je savais juste que, quelque part en chemin, ma vie avait cessé de m'appartenir pleinement. Et je n'avais aucune idée qu'en m'éloignant de ce rôle, je découvrirais tout ce qu'ils avaient construit dessus. La soirée elle-même portait une sorte de pression qui ne correspondait ni aux décorations ni aux conversations légères. Rien de dramatique ne s'est produit au début. L'air semblait juste plus lourd, comme si la pièce retenait son souffle. C'était censé être une célébration, mais je me suis déplacé en me sentant plus comme une employée que comme un membre de la famille. J'avais passé la journée à suivre des schémas qui ne nécessitaient plus de réflexion. J'avais acheté les ingrédients, planifié les plats pour qu'ils soient prêts au bon moment, et je me déplaçais entre la cuisinière et le comptoir à un rythme que mon corps connaissait trop bien. Rien de tout cela ne semblait plus généreux. C'était automatique, une tâche tacite que j'avais cessé de remettre en question. À mesure que les gens arrivaient, l'appartement s'est rempli de conversations qui se chevauchaient et du grincement familier des chaises. J'ai regardé ma mère endosser le rôle d'hôtesse comme si c'était une scène qu'elle avait toujours possédée. Elle souriait aux voisins, plaisantait avec des parents éloignés et se comportait comme quelqu'un qui avait organisé toute cette soirée par la seule force de sa volonté. Si quelqu'un la remerciait, elle l'acceptait facilement. Il ne semblait pas lui venir à l'esprit que la plupart de ce qu'il louait provenait de mon salaire et de mon travail. Damien se déplaçait dans les pièces avec la même aisance décontractée qu'il avait partout. Il s'appuyait contre les cadres de porte, riait aux histoires et parlait de vagues projets qui demandaient plus de croyance que son passé ne le suggérait. Les gens le toléraient, admiraient même sa confiance. Je regardais de loin, sachant combien de ses tentatives avaient été discrètement subventionnées par les heures que j'avais passées au travail. Chloé restait en marge, planant près de la table de nourriture et vérifiant occasionnellement son téléphone. Elle remarquait plus que quiconque ne le réalisait. Ses yeux suivaient l'humeur dans la pièce, les changements de ton, les moments où quelque chose se tendait avant d'être aplani. Je pouvais dire qu'elle essayait de ne rien rendre plus difficile. C'était devenu une sorte de fardeau pour elle. À un moment donné, j'ai aperçu mon reflet sur la surface sombre de la porte du micro-ondes. Mon visage avait l'air calme, presque vide. Des années à gérer les tensions avaient gravé une sorte de contrôle exercé dans mon expression. J'avais appris à plier la déception, la colère et l'épuisement en un masque neutre qui maintenait le mouvement. Le dîner a suivi un scénario familier au début. Les assiettes se remplissaient, les gens commentaient la nourriture, les conversations se chevauchaient, mais en dessous, je sentais une corde se tendre de plus en plus. C'était comme être assis sur une chaise que l'on sait sur le point de se casser, mais prétendre que tout va bien parce qu'on est déjà assis devant tout le monde. Quand le moment est venu, celui qui a finalement déchiré la surface, je n'ai pas réagi comme j'avais toujours pensé que je le ferais. Il n'y a pas eu d'explosion de ma part. Pas de supplication, pas de tentative d'argumenter ma cause.
quelque chose en moi s'est simplement mis en place. Je pouvais sentir la pièce changer, sentir la façon dont les regards rebondissaient sur moi puis s'éloignaient, mais mon esprit était déjà en train de sortir de cet appartement. Pour le reste de la soirée, j'ai agi en pilote automatique. J'ai aidé à débarrasser les assiettes sans vraiment les voir et j'ai entendu des fragments de conversation sans traiter les mots. La maison qui avait été autrefois toute ma réalité me semblait maintenant un décor construit autour de l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand le dernier invité est parti et que la porte s'est finalement fermée, un calme précaire s'est installé sur tout. Je suis allé dans ma chambre sans attendre que quelqu'un parle. Les murs semblaient plus proches que la nuit précédente, comme s'ils savaient qu'ils perdaient leur emprise. J'ai ouvert mon placard, j'ai sorti la valise que je gardais enfouie dans un coin et j'ai commencé à la remplir. Chaque chemise pliée semblait être la preuve que j'avais quelque chose à moi à emporter. Je n'ai pas beaucoup trié ni organisé. J'ai juste pris ce dont j'avais besoin et laissé le reste. Il n'y a pas eu de long débat interne, pas de pesée du pour et du contre. La décision avait déjà été prise quelque part au plus profond de moi. J'en avais fini d'essayer de réparer un foyer qui avait décidé que le problème, c'était moi. Au moment où je me suis couché, la valise était faite et attendait près de la porte. Je pensais que partir serait suffisant pour me libérer d'eux. J'avais tort. Le lendemain matin est arrivé sans cérémonie. Le ciel était le même. Le couloir sentait la même chose. Et l'appartement avait la même atmosphère usée qu'il avait toujours eue. La différence vivait entièrement en moi. Pour une fois, mes pensées et mes actions étaient alignées. Je partais, et il n'y avait plus rien à négocier. J'ai effectué les dernières étapes de la préparation de mes affaires avec une sorte de concentration constante, articles de toilette, documents, quelques objets dont je ne pouvais pas encore imaginer me séparer. La valise ne semblait jamais assez pleine pour refléter les années que j'avais passées dans cet endroit, mais cela faisait partie de la vérité. Je n'avais jamais vraiment accumulé grand-chose qui m'appartenait uniquement. La plupart de mon énergie avait servi à maintenir les vies des autres en un seul morceau. En sortant de la chambre, je m'attendais à moitié à une confrontation, une dernière tentative pour me remettre dans le rang. Au lieu de cela, l'appartement semblait étrangement ordinaire. Sa familiarité ne faisait que confirmer à quel point mon effort était devenu invisible. Je suis passé devant la cuisine, où tant de mes chèques de paie avaient disparu, et je n'ai ressenti rien d'autre que de la distance. Franchir cette porte n'était pas une marche triomphale. C'était un départ calme et nécessaire, le genre de départ qui se produit après être resté bien plus longtemps que l'on aurait dû. Je ne me suis pas retourné. Il n'y avait aucune raison de mémoriser les détails d'un endroit qui ne m'avait jamais vraiment vu. L'appartement de Camille ressemblait à un autre monde, même s'il n'était qu'à quelques kilomètres. Quand elle m'a fait de la place sur son canapé, le geste portait une sorte d'attention que je n'avais pas l'habitude de recevoir. Elle n'a pas insisté pour avoir des explications, n'a pas demandé une version bien ordonnée des événements. Elle m'a juste laissé exister sans rien exiger en retour. Rien que cela a été un choc. La première nuit dans son salon, je suis resté éveillé à écouter des sons qui n'étaient pas liés à la tension, la circulation lointaine, la télévision d'un voisin étouffé à travers le mur, le doux ronronnement d'un ventilateur. Rien de tout cela ne m'obligeait à réagir. Mon corps, si habitué à se préparer aux éclats de voix ou aux crises soudaines, ne savait pas comment se détendre. Il a fallu des heures avant que mes épaules ne se relâchent, ne serait-ce qu'un peu. Au cours des jours suivants, sans le bruit constant des attentes des autres dans mes oreilles, je me suis tourné vers la seule chose sur laquelle j'avais toujours pu compter, les chiffres. Assise à la petite table de cuisine de Camille, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai calculé mes revenus par rapport au coût de la vie en solo. Pour la première fois, j'ai regardé ma paie sans en soustraire d'abord les besoins de tout le monde. Le résultat était presque embarrassant dans sa simplicité. Sans couvrir le loyer, les charges, les courses et les urgences aléatoires pour 3 autres personnes, je pouvais survivre. Pas seulement joindre les deux bouts, mais vivre. La vie que je pensais d'impossible avec mon salaire avait toujours été à portée de main, elle avait juste été engloutie par un foyer qui traitait mes revenus comme une ressource partagée. Cette prise de conscience a entraîné un mélange de colère et de soulagement, colère de voir combien de temps j'avais passé sans remettre cela en question, et soulagement de constater que partir ne m'avait pas condamné comme on m'avait amené à le croire. Cette nouvelle clarté m'a poussé à l'étape suivante, chercher un logement à moi. Visiter des appartements était surréaliste. Je parcourais de petits studios avec de la peinture délavée et de vieux appareils électroménagers, des espaces dont personne ne se vanterait, et je voyais quelque chose de précieux en chacun d'eux, la chance d'exister sans être consumé.
Le logement que j'ai finalement choisi n'avait rien de spécial selon des critères objectifs. C'était un modeste studio dans un vieil immeuble en périphérie de Marseille avec des planchers qui craquaient et des placards qui avaient vu trop de locataires. L'air semblait vicié la première fois que je suis entré, comme s'il attendait que quelqu'un le revendique. Pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement expliquer, je savais que ce serait suffisant. Signer le bail, c'était comme planter un piquet dans le sol. La paperasse était ordinaire, mais la signification derrière ne l'était pas. Pour la première fois, je m'engageais dans une vie qui n'était pas construite pour maintenir les autres à flot. L'emménagement a pris moins de temps que prévu, un matelas par terre, une table que j'ai achetée d'occasion, quelques boîtes de vêtements et d'articles essentiels. Le vide de la pièce ne me dérangeait pas. Il semblait honnête. Il me rappelait que je partais d'un endroit qui m'appartenait entièrement. Cette première nuit seule, je suis resté immobile et j'ai écouté les nouveaux sons de l'immeuble, des pas à l'étage, une voiture entrant dans le parking, quelqu'un qui riait au loin. Rien de tout cela ne portait le tranchant familier d'un conflit imminent. Pour une fois, le silence dans ma vie n'était pas chargé. Il était ouvert. Je pensais qu'en recommençant à zéro dans ce studio, j'étais enfin hors de leur portée. J'avais sous-estimé à quel point ils essaieraient de me ramener. La première tentative pour me ramener s'est présentée sous des dehors familiers, presque doux en surface. C'était un message de ma mère, bref et étrangement désinvolte, comme si rien d'important n'avait changé entre nous. Elle a écrit que les temps étaient durs et a demandé si je pouvais aider avec quelques dépenses, comme avant, comme si mon départ avait été une pause temporaire plutôt qu'une rupture. J'ai fixé le message assez longtemps pour comprendre ce que c'était vraiment, un test, non pas pour savoir si je m'en souciais, mais pour voir si la distance avait changé mon rôle. Il tendait la main pour voir si l'ancien système fonctionnait toujours même sans mon corps dans la maison. Je n'ai pas répondu. Le choix semblait nouveau et solide. Le silence, pour une fois, n'était pas de l'évitement. C'était une décision. Quelques jours plus tard, une nouvelle notification est apparue, cette fois de Damien. Son ton portait la même désinvolture empruntée, celle qui repose sur l'histoire plutôt que sur la confiance. Il a mentionné une opportunité qu'il voulait saisir, quelque chose qui, selon lui, pourrait changer les choses s'il pouvait simplement surmonter le coup initial. Il n'y avait pas de demande directe, mais l'implication était claire. Il s'était toujours appuyé sur l'hypothèse que je comblerais les lacunes. Je ne lui ai pas répondu non plus. Le manque de réponse de ma part a modifié quelque chose dans l'air entre nous, même sans mots. Le message suivant de ma mère était plus long, rempli de détails sur les factures et les échéances, écrit d'une manière qui suggérait l'urgence tout en traitant toujours mon implication comme attendu. Elle a mentionné le loyer, les charges et les courses comme si le simple fait de les énumérer en faisait automatiquement ma responsabilité. Encore une fois, ce qui m'a dérangé n'était pas le contenu, c'était ce qui manquait. Il n'y avait aucune question sur la façon dont j'allais, aucune reconnaissance du fait que je venais de recommencer ma vie dans un nouvel endroit, aucun intérêt pour ce à quoi ressemblait ma vie maintenant. L'attention restait fixée là où elle avait toujours été, sur ce que je pouvais fournir. Assise à ma petite table, j'ai relu ces mots avec une perspective que je n'avais pas eue auparavant. La distance a dissipé le brouillard émotionnel. Je pouvais enfin voir la structure de ces demandes, non pas une collaboration, non pas un partenariat, mais une dépendance déguisée en devoir familial. Des jours de silence ont suivi des deux côtés. Au lieu de l'anxiété, j'ai senti quelque chose d'autre se répandre en moi, un sentiment de stabilité qui venait du fait de ne pas me précipiter pour amortir chaque chute. Je commençais à croire que je n'avais pas à répondre simplement parce que quelqu'un me contactait. Quand ma mère a finalement renvoyé un message, le ton avait changé. La douceur avait disparu. La culpabilité s'est infiltrée. Elle a écrit sur les sacrifices qu'elle avait faits, les années difficiles qu'elle prétendait avoir portées seule, les raisons pour lesquelles elle croyait que je devais à la famille plus que je ne le comprenais. Elle s'est dépeinte comme quelqu'un d'abandonné, laissé pour compte par une fille qui était soudainement devenue égoïste. Enfouie entre les lignes se trouvait une vieille tactique familière, la suggestion que j'étais responsable non seulement de leur confort, mais aussi de leur survie. Elle a laissé entendre des conséquences si je restais à l'écart, émotionnel et autres, comme si mon refus d'envoyer de l'argent était plus dangereux que les choix qui les avaient conduits là. En lisant cela, j'ai senti le vieux réflexe tenter de ressurgir, l'envie de réparer, d'apaiser, de corriger. Mais il n'a pas pris le dessus cette fois. Ma vie ne tournait plus autour de leur récit. J'avais la preuve dans mon propre appartement que je pouvais exister en dehors de celui-ci. J'ai posé le téléphone sans répondre et j'ai réalisé que le silence que je choisissais n'était pas de la vengeance.
C'était de la protection. Pendant des années, le contact avait signifié l'érosion de mes limites, de mes finances, de mon espace mental. Maintenant, prendre du recul signifiait préserver le peu que j'avais enfin construit. Dans les semaines qui ont suivi, les messages se sont raréfiés. Quand ils arrivaient, ils portaient plus de désespoir, mais moins de pouvoir. Ma mère s'appuyait plus lourdement sur les appels émotionnels. Les tentatives de Damien se sont estompées quand il n'a pas obtenu le résultat qu'il voulait. Mon père est resté principalement en arrière-plan, faisant parfois surface avec des commentaires vagues sur le fait que la famille doit rester unie, puis disparaissant à nouveau quand il est devenu clair que je ne reprendrai pas mon ancien rôle. La distance entre nous n'a pas effacé le passé, mais elle m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, la capacité de choisir ce que je laissais entrer dans ma vie. Et alors que j'étais assise seule dans mon studio, le téléphone face contre table, j'ai réalisé que mon refus de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi faisait quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. Mon silence n'était pas destiné à les détruire, mais il avait commencé à le faire. L'effondrement est devenu visible, non pas par une confrontation dramatique, mais par des chiffres et des notifications, des choses que j'avais autrefois gérées sans poser de questions. Un après-midi, je me suis connecté à un ancien compte en ligne par habitude, avec l'intention de détacher mes informations des services partagés que je n'utilisais plus. Ce que j'ai trouvé à la place était le témoignage d'un chaos qui s'était accumulé alors que j'étais encore sous leur toit. Les relevés des compagnies de services publics montraient des soldes qui avaient rapidement grimpé après mon départ. Les historiques de paiement, autrefois stables, sont devenus erratiques. Les dates d'échéance ont été manquées, des frais ont été ajoutés, et les totaux ont augmenté mois après mois. Rien de tout cela ne m'a choqué. Sans mes contributions, leur budget allait toujours être tendu. Ce qui a attiré mon attention, ce sont les dossiers dont je ne connaissais pas l'existence. J'ai remarqué des entrées d'un prêteur que je ne reconnaissais pas, pour des montants bien plus importants que n'importe quelle facture que j'avais jamais payée. Curieux et troublé, j'ai suivi la piste à travers des comptes liés et des courriels archivés que j'avais autrefois mis en place pour suivre les paiements du ménage. Chaque clic révélait une nouvelle couche. Ma mère, Brigitte, avait contracté un prêt important des mois avant le dîner de Noël, bien avant tout conflit ouvert. La demande de prêt mentionnait un soutien familial continu comme justification. Mes virements constants et mes paiements documentés avaient été utilisés comme preuve de fiabilité. Le système avait traité mon travail non pas comme une générosité, mais comme une garantie. Plus bas, j'ai vu le nom de Damien attaché à un autre arrangement. Son historique, combiné à la preuve de mon implication constante, avait été présenté dans un récit qui avait convaincu quelqu'un qu'il avait suffisamment de soutien pour consolider ses propres dettes. Sur le papier, cela ressemblait à une famille travaillant ensemble pour rester à flot. En réalité, c'était une maison construite sur l'hypothèse que je continuerais à me sacrifier indéfiniment. La prise de conscience ne m'a pas frappé comme un coup soudain. Elle s'est installée par étapes, d'abord l'incrédulité, puis la reconnaissance, puis une sorte de calme qui n'était pas du réconfort mais plutôt de l'acceptation. Il ne s'était pas simplement appuyé sur moi. Il m'avait intégré dans des décisions qui dépassaient de loin ma connaissance, planifiant leur avenir autour d'un argent auquel ils croyaient avoir droit. Au fil des semaines, la situation s'est encore détériorée. Les avis numériques sont arrivés plus fréquemment. Les montants en souffrance ont augmenté. Les paiements automatiques qui passaient autrefois sans problème échouaient désormais les uns après les autres. J'ai regardé cela se produire de l'extérieur, non pas en tant que participante, mais en tant que personne examinant les décombres d'un système qu'elle ne soutenait plus. À peu près à la même époque, les messages de ma mère ont refait surface. Le ton était différent maintenant, moins contrôlé, plus frénétique. Elle écrivait que tout s'effondrait, que le loyer était impossible à payer, que les créanciers appelaient sans cesse. Entre les plaintes se trouvaient des pics plus acérés, des reproches lourds et directs, des insinuations que mon refus d'aider était la raison de l'effondrement. Un message s'est démarqué plus que les autres. Elle a mélangé peur, culpabilité et menace en un seul flot de mots, laissant entendre que si je ne revenais pas, elle ne saurait pas comment continuer, qu'elle dirait à tout le monde que je les avais abandonnés, que tout ce qui arriverait ensuite pèserait sur ma conscience. C'était le même scénario qu'elle avait toujours utilisé, juste plus fort, plus désespéré. Je l'ai lu une fois et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Pas de la cruauté, pas de l'indifférence, mais un engagement envers le chemin que j'avais choisi. Leur crise ne réécrivait pas le passé. Elle ne faisait que révéler à quel point leur dépendance était profonde. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté, justifié ou adouci mon absence.
J'ai désactivé les notifications pour les comptes partagés, supprimé mon adresse électronique des liens restants et fermé le navigateur. À un moment donné au cours de ces mois, Chloé m'a contacté. Elle m'avait demandé ma nouvelle adresse une fois, disant qu'elle voulait envoyer une petite carte ou peut-être me rendre visite si les choses se calmaient un jour. Je la lui ai donnée sans trop y penser. Elle avait toujours été la seule personne envers qui je ressentais encore de la tendresse, la seule que j'avais du mal à ne pas protéger. Plus tard, quand un voisin a mentionné avoir vu ma mère devant l'immeuble, tenant des papiers et l'air perdu, j'ai compris comment cette adresse avait circulé. Je n'en voulais pas à Chloé. Elle était encore jeune, encore coincée dans une situation qu'elle n'avait pas créée. Mais le fait qu'elle sache où je vivais signifiait que ma distance n'était plus seulement émotionnelle, c'était un endroit où il pouvait physiquement entrer s'il le choisissait. L'effondrement financier de leur côté continuait de s'accélérer. Les frais de retard se sont transformés en avertissements. Les avertissements se sont transformés en avis finaux. Grâce à des traces en ligne et des commentaires de seconde main, j'ai appris que l'appartement dans lequel j'avais grandi n'était plus sûr. La dette liée à ces prêts n'allait pas disparaître. Quelqu'un devrait y faire face. Ce ne serait pas moi. En regardant les chiffres grimper et la structure qu'ils avaient bâtie sur mon travail s'effondrer enfin, j'ai compris quelque chose de simple et de difficile à la fois, partir ne les avait pas détruits. Cela avait simplement retiré le seul pilier qu'ils n'auraient jamais cru voir bouger. Je pensais avoir vu tout ce que leur choix pouvait coûter. Puis ma mère a décidé de venir à ma porte. Au moment où la saison a de nouveau changé, ma vie avait trouvé un rythme qui semblait solide. Je me réveillais dans une maison qui ne remettait pas en question ma présence. Je travaillais, payais mes propres factures et rentrais chaque soir dans un espace qui ne m'épuisait pas simplement par son existence. Le calme n'était plus vide. Il était stable. Cette stabilité faisait ressortir les petites perturbations, un bref message d'un voisin à propos de quelqu'un qui attendait près de l'entrée plus tôt dans la journée, un court texto de Chloé disant que les choses à la maison étaient pires que je ne le savais et que maman avait peur et était en colère tout le temps. Pas de demande directe, pas d'exigence explicite, juste des fragments de leur effondrement qui dérivaient vers moi. J'ai lu les mots de Chloé lentement. Elle a écrit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point tout reposait sur moi jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Cet aveu m'est resté longtemps en tête. Ce n'étaient pas des excuses, et ça n'avait pas besoin de l'être. C'était simplement la vérité, enfin dite par la seule personne encore capable de voir la situation dans son ensemble. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais que toute ouverture, toute invitation à renouer le contact, serait utilisée par d'autres comme une porte d'entrée vers le rôle que j'avais si durement combattu pour quitter. Me protéger signifiait garder cette ligne fermée, même si ça faisait mal. Des semaines plus tard, j'ai dû traverser la ville pour une course qui m'a amené près du quartier où nous vivions. L'habitude a attiré mes yeux vers l'ancien complexe en passant. Le bâtiment semblait plus petit que dans mon souvenir, plus usé, comme le paraissent souvent les endroits une fois que l'on s'est éloigné de la vie qu'on y a menée. Près de l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue, j'ai remarqué une silhouette assise sur un muret en béton, les épaules voûtées, des papiers tenus lâchement dans ses mains, une valise à ses pieds. Même de loin, la forme de sa posture était familière. Il n'a fallu qu'une seconde pour reconnaître ma mère. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas fait le tour du pâté de maison. Je n'ai pas baissé la vitre ni imaginé une conversation finale qui donnerait un sens à tout. J'ai continué à conduire. La voir là, non plus entourée de murs que je payais, dépouillée de la certitude qu'elle brandissait autrefois, m'en a dit plus que n'importe quel argument n'aurait jamais pu le faire. Plus tard, j'ai appris par des sources éparses qu'ils avaient dû quitter l'appartement. Les prêts les avaient rattrapés. Les factures que je payais sans poser de questions avaient exigé une attention qu'ils ne pouvaient plus différer. Damien cherchait du travail dans des endroits qu'il avait autrefois rejetés comme étant indignes de lui. Mon père restait distant, offrant sa sympathie sans solution. Chloé, encore jeune, était entraînée dans des décisions prises par des gens qui n'avaient jamais appris à se débrouiller seuls. Rien de tout cela ne m'a apporté la satisfaction que certaines personnes pourraient attendre. Il n'y avait aucun frisson dans leur malheur, aucun sentiment de victoire. Ce que j'ai ressenti à la place était une ferme compréhension que ce résultat avait toujours été le leur. Je m'étais simplement éloigné avant qu'ils ne m'engloutissent aussi. Dans ma propre vie, les changements étaient petits mais profonds. Je pouvais planifier plus d'une semaine à l'avance sans me demander quelle crise pourrait détourner mon salaire. Je pouvais acheter de petites choses pour moi sans répéter des explications sur la mauvaise façon de dépenser mon argent. Je dormais plus souvent toute la nuit.
Ma poitrine ne se serrait pas à chaque fois que mon téléphone s'allumait. J'ai aussi appris à vivre avec l'absence de quelque chose dont je pensais autrefois avoir besoin, leur approbation. La version de la famille dans laquelle j'avais grandi m'avait appris que l'amour était quelque chose que l'on prouvait en endurant, en donnant jusqu'à être vide, en restant même quand rester faisait mal. Prendre du recul m'a appris quelque chose de différent. La famille, j'ai réalisé, n'est pas le groupe qui partage votre nom de famille ou votre histoire. Ce sont les gens qui ne vous punissent pas d'avoir des limites. Ce sont ceux qui ne traitent pas vos efforts comme une ressource inépuisable. Ce sont les gens qui vous voient comme une personne, pas une solution. Les laisser derrière moi ne m'a pas rendu sans cœur. Ça m'a rendu honnête. S'il y a une chose que je veux que quelqu'un qui écoute ceci retienne, c'est ceci: vous n'êtes pas obligé de vous détruire pour assurer le confort des autres. Vous n'êtes pas égoïste de refuser de saigner pour des gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de plus de vous. Vous avez le droit de partir, même si ceux dont vous vous éloignez partagent votre sang. Au final, je n'ai pas envoyé de message final, ni écrit une longue explication, ni ne me suis tenu devant eux pour demander à être comprise. J'ai laissé la distance parler pour moi. J'ai construit une vie dans laquelle ils ne pouvaient plus puiser et la réarranger. La famille n'est pas censée être l'endroit où l'on disparaît pour que les autres puissent tenir debout. Je suis parti sans un mot. Et ce silence fut la réponse la plus honnête que j'ai jamais donnée.